Alors, mon sixième prince caché, c'est le duc de Ségovie. Le duc de Ségovie est l'aîné des fils survivants du roi Alphonse XIII, dont j'ai parlé précédemment. Le duc de Ségovie est né en 1908 en Espagne. Il est donc le fils du roi d'Espagne et de la reine Victoria Eugénie. Donc il est l'arrière-petit-fils aussi de la reine Victoria de Grande-Bretagne, ce qui n'est pas rien. Il a été très bien élevé, mais le malheur est qu'à partir de l'âge de 4 ans, il est atteint d'une otite avec mastoïdite et il perd l'ouïe. Et il régresse ensuite dans la parole, comme cela arrive parfois, au point qu'il ne parvient plus, puisqu'il n'entend rien, il ne parvient plus à s'exprimer correctement. Pour ses parents, c'est un drame épouvantable, et toute sa jeunesse va passer à des visites d'orthophonistes et d'acousticiens sans qu'ils parviennent à trouver la moindre solution au mal dont il souffre. Donc c'est un enfant puis un jeune adolescent très abandonné à des influences. Il est très influencé, évidemment très influençable. Il est intelligent, il est très affectueux, mais il a cette difficulté à communiquer. Il ne parviendra jamais à s'exprimer véritablement que de cette façon gutturale caractéristique des gens atteints de multisurdité. Il est conscient, cependant, par ses visites en Espagne dans les années qui précèdent la guerre civile, de la tension sociale qui monte, mais rien ne peut empêcher les républicains de progresser, et donc il accompagne son père dans l'exil, d'abord en France, où il se met au golf, lui aussi, et où il mène une vie facile. Il aime aussi beaucoup les jolies femmes, et il va suivre ensuite son père à Rome. Et à Rome, la difficulté dont j'ai parlé précédemment, il faut que le roi Alphonse XIII trouve une solution pour la sauvegarde des intérêts de la famille de Bourbon, c'est-à-dire la défense des prétentions d'une part à la couronne d'Espagne, qui est quand même l'essentiel pour eux, et d'autre part éventuellement à la couronne de France. La décision prise par le roi Alphonse XIII, c'est de favoriser parmi ses fils le troisième, le comte de Barcelone, qui est en parfaite santé, qui est un officier de marine, qui se marie à ce moment-là avec une de ses cousines, Bourbon-Sicile. Cet homme représente l'avenir des intérêts de la maison de Bourbon en Espagne, et c'est donc lui qui sera le père du futur Juan Carlos. Quant aux prétentions des Bourbons sur la couronne de France, des Bourbons d'Espagne, ils vont être défendus par l'aîné des fils d'Alphonse XIII. On respecte donc parfaitement la loi salique jusqu'au bout, en dépit du traité d'Utrecht. Et donc c'est le duc de Ségovie, Jacques-Henri Jaime, qui va devenir, à partir de la mort du roi Alphonse XIII en 1941, le défenseur des intérêts de la maison de Bourbon vis-à-vis de la couronne de France. Pendant les années de guerre, ce sont des années noires, le duc de Ségovie est claquemuré à l'hôtel en Suisse et on n'entendra pas parler de lui. Il s'est marié en 1935, si mon souvenir est bon, avec une aristocrate italienne, Emmanuel de Dampierre, qui est d'une famille d'origine française, mais qui appartient à la noblesse noire, la noblesse du pape, et ce ménage aura 2 enfants. Le ménage ne s'entend guère, décidément c'est une véritable malédiction parmi les princes cachés, ces prétendants à la couronne de France, et après la Deuxième Guerre mondiale, ils vont décider d'un commun accord de se séparer. Ce sera chose faite en 1947. Et le prince Jacques-Henri de Bourbon va se remarier avec une belle actrice allemande qui la séduit sur une plage italienne. Le prince va à ce moment-là se rappeler qu'il est donc l'aîné de la famille capétienne et qu'il faut qu'il défende les droits de sa famille à la couronne de France. Il le fait,
avec l'appui d'un certain nombre de conseillers qui vont se rassembler autour de lui. Il y en aura beaucoup successivement, mais il s'adresse d'abord au duc de Beaufremont, qui est son lointain cousin, puisque le duc de Beaufremont a une arrière-grand-mère, si mon souvenir est bon, qui descend de Ferdinand VII. Le duc de Beaufremont va devenir en quelque sorte son représentant en France. Et peu après la Seconde Guerre mondiale, le duc de Ségovie s'installe en France, d'abord sur la Côte d'Azur, puis dans la région parisienne, à Rueil-Malmaison. Et à partir de ce moment-là, cet homme qui, au fond, parmi tous les prétendants capétiens, celui qui était au départ le plus démuni, celui qui pouvait faire le moins, que sa surdité, que son mutisme ne peuvent pas aider à être ce roi charismatique que chacun espère, eh bien le duc de Ségovie va, paradoxalement, être celui qui va rallumer la flamme du légitimisme à partir des années 50. Alors, il faut savoir que dans les mêmes années, le représentant de la famille, de la branche d'Orléans, famille de France, branche d'Orléans, le comte de Paris, rentre en France puisqu'il était en exil du fait de la loi de 1886 qui avait interdit le territoire français aux chefs des maisons ayant régné sur la France et à leurs héritiers, l'aîné de leurs héritiers. Donc le comte de Paris rentre en France en 1950, la loi de 86 est partiellement abrogée, et il s'installe à Louvciennes. Donc nous avons le prétendant orléaniste à Louvciennes et le prétendant légitimiste à Rueil-Malmaison, ce qui n'est pas très loin, il s'ignore bien entendu, et alors que le comte de Paris mène une politique de relations publiques extrêmement active, en direction notamment de la classe politique française, tous les grands ministres viennent dîner à Louvciennes à cette époque-là, et le comte de Paris aussi marie de façon très, je dirais, avec un grand concours de médias, ses enfants, ses filles, qui sont toutes d'ailleurs très belles, il les marie à des princes en Europe, le duc d'Aoste, le duc de Wurtemberg notamment, et à cette notoriété croissante de la branche d'Orléans répond une notoriété beaucoup plus modeste du partisan légitimiste. Mais le duc de Ségovie parvient quand même, par sa présence dans les messes annuelles pour la mort de Louis XVI à la chapelle expiatoire, à recréer un courant légitimiste, et puis quelques fidèles comme le baron Pinotto et d'autres vont l'aider à faire rejaillir cette flamme du légitimisme. N'exagérons rien, il ne s'agit pas d'un mouvement de masse, mais il est quand même intéressant de le noter. Des associations légitimistes se forment, mais en même temps, le prince Jacques-Henri est un être très fragile, qui ne sait pas très bien gérer ses propres biens. Il a lors du partage des biens d'Alphonse XIII, été peut-être un petit peu mal servi, et le comte de Barcelone ayant une part sensiblement importante. Il a de la difficulté à gérer ses propres biens, au point que ses propres fils, qui atteignent leur majorité, vont se demander s'il ne faut pas l'aider par une tutelle. Il parvient à empêcher cela, et il se retire à ce moment-là pour résoudre ses problèmes financiers. Il quitte la région parisienne, et avec l'aide, semble-t-il, du gouvernement de Franco, il parvient à s'installer en Suisse, près de Lausanne, où il va finir sa vie. Et c'est une vie, paradoxalement, avec beaucoup d'espoir qu'il va terminer, puisque son fils, Alphonse, va épouser, contre toute attente, la propre petite-fille du général Franco en 1975, si mon souvenir est bon. Et ce mariage va remettre cette branche de la famille au premier rang de l'actualité politique, à la fois en Espagne et en France. Donc, quand le duc de Ségovie meurt en 1975, c'est une espèce de petite renaissance du légitimisme à laquelle on assiste.